Poutine a répondu aux menaces de Trump. Permettez-moi de développer ce sujet. Regardez, récemment, M. Trump, qui n'est pas encore arrivé à sa Maison-Blanche, parce que beaucoup, peut-être, parmi nos invités, ne savent pas qu'ici, à Moscou, nous avons aussi notre Maison-Blanche, où le gouvernement travaille. C'est là que de bonnes décisions sont prises, alors qu'à Washington, les décisions sont souvent très différentes. Donc, il a déjà déclaré que si un État des BRICS cessait d'utiliser le dollar, il imposerait des droits de douane de 100% contre tous ces pays. C'est probablement la première fois qu'une telle menace est adressée directement à des États dans leur ensemble. Jusqu'ici, les Américains s'en prenaient à des banques spécifiques, disant « nous punirons les banques » ou à des entreprises. Mais là, déclarer ouvertement que des États seront punis et que toute leur production sera soumise à une taxe de 100%, c'est une première. Cela vient déjà du président nouvellement élu. Nous savons tous que les Américains sont très sensibles sur ce sujet, car la puissance des États-Unis repose largement sur le dollar. C'est parce que l'argent est investi dans le dollar. Si le dollar perd ses positions actuelles, alors l'économie américaine, avec sa dette colossale, s'effondrera. Les revenus que le dollar génère pour les banques et pour l'économie américaine sont énormes. Selon nos experts, au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont reçu environ 10 000 milliards de dollars gratuitement, littéralement du ciel, simplement parce que le dollar est utilisé comme monnaie de réserve mondiale pour les règlements. Cela provient des taux d'intérêt, des placements dans leurs banques, etc. Ces 10 000 milliards signifient qu'ils consomment plus qu'ils ne produisent. C'est un point très important. En substance, les États-Unis, grâce au dollar, continuent d'exploiter les autres économies du monde à leur profit. Peu de gens réfléchissent à cela, mais c'est un fait. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, passons au deuxième point. Vous avez dit que le président nouvellement élu, M. Trump, a menacé d'imposer des sanctions et des droits de douane élevés à ceux qui n'utiliseraient pas le dollar. Autant que je sache, il n'a pas dit cela exactement. Je comprends que tout ce qui concerne les États-Unis suscite une certaine réaction ici. D'après ce que j'ai vu, bien que je n'ai pas beaucoup de temps pour suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, il a dit que si quelqu'un interdisait l'utilisation du dollar ou imposait des restrictions à son usage, il réagirait en conséquence. Ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre interdire l'utilisation du dollar et ne pas l'utiliser. Ce sont deux choses complètement différentes. Voilà pour le deuxième point. Troisièmement, le président nouvellement élu n'a pas été à la Maison-Blanche ces 4 dernières années. Pendant ce temps, des changements ont eu lieu dans l'économie mondiale et dans l'économie américaine. Ses successeurs, ses opposants politiques, ont fait beaucoup pour saper les fondements du dollar en tant que monnaie mondiale de réserve. Ils ont, avant tout, utilisé le dollar comme un instrument de lutte politique, et parfois même comme une arme. Ils l'ont utilisé pour nuire à d'autres pays que les autorités actuelles des États-Unis considéraient comme des adversaires, et même à leurs propres alliés, que nous n'avons jamais considérés comme des ennemis, mais qu'ils ont soudain décidé de traiter ainsi. Ils ont introduit des restrictions. Mais étant donné que la part des États-Unis dans l'économie mondiale diminue, l'influence du dollar sur les processus économiques mondiaux diminue également. Cela conduit naturellement à l'utilisation d'autres instruments. Par exemple, qui peut interdire le Bitcoin? Personne. Ou l'utilisation d'autres moyens électroniques de paiement? Personne, car ce sont de nouvelles technologies. Quoi qu'il arrive avec le dollar, ces outils continueront à se développer, car tout le monde cherche à réduire les coûts et à augmenter la fiabilité. C'est un processus inévitable qui n'a rien à voir avec le dollar. Mais si l'utilisation du dollar dans le monde continue à diminuer, et que cela est provoqué par leurs propres actions, ils détruiront la base même de leur puissance économique. Cela est évident, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Enfin, nous n'avons jamais refusé le dollar. Avons-nous cessé de l'utiliser? Non, c'est eux qui nous en ont empêchés. Comme on dit ici, ce pourquoi on s'est battu, on s'est fait avoir. Ils se sont heurtés à leurs propres problèmes liés au dollar. Il est maintenant temps pour eux de réfléchir à ce qu'ils doivent faire ensuite. Tout cela découle de leur arrogance, y compris dans le domaine économique. C'est inacceptable. Il faut comprendre les processus qui se déroulent dans le monde, et à partir de cette compréhension, construire sa politique, y compris au niveau international. Regardez ce qui se passe. Tout cela se déroule naturellement. Même les pays qui sont des alliés incontestés des États-Unis réduisent leurs réserves de change en dollars, mais aussi en euros. Au cours des 10 dernières années, ces réductions ont atteint environ 13%. C'est une diminution significative, et cela se fait naturellement. Personne ne pourra inverser ces processus, surtout avec des sanctions ou des méthodes coercitives, qui sont destructrices, avant tout, pour ceux qui les adoptent. Merci beaucoup. Dites-lui peut-être de faire preuve de prudence dans ses actions. Mais, bien sûr, M. Trump est une personne qui n'a pas besoin de conseils ou de recommandations.
Les propos de Vladimir Poutine concernant la question posée par un investisseur allemand sur le retour des entreprises occidentales en Russie. Question. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de poser une question. Je viens d'Allemagne. Je suis directeur et principal actionnaire d'une société d'investissement en Allemagne. Monsieur le Président, vous avez déclaré à plusieurs reprises que les sanctions nuisent aux économies, y compris celles des pays qui les imposent. En particulier, elles affectent très durement ces pays. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec vous. En Allemagne aujourd'hui, et je pense que cela est évident pour tout le monde, le gouvernement actuel de l'Allemagne n'agit pas dans l'intérêt de son pays ni dans l'intérêt de l'économie allemande. Il est clair que l'Allemagne elle-même a beaucoup souffert. De nombreuses entreprises allemandes ont été contraintes de quitter la Russie. Beaucoup d'entreprises allemandes sont parties. Ma question est donc la suivante. Si les temps changent, si la situation évolue, si les gouvernements en Allemagne ou dans d'autres pays européens changent, et si ces gouvernements permettent à ces entreprises de revenir en Fédération de Russie, quelle sera votre attitude envers ces entreprises? Leur offrirez-vous une seconde chance? Ou les dommages causés par les sanctions seront-ils irréversibles? Merci beaucoup pour votre réponse. Réponse de Vladimir Poutine. J'ai déjà parlé de cela, me semble-t-il, lors du forum précédent, et en fait, j'en parle à chaque occasion qui se présente. Nous n'avons jamais expulsé personne, ni forcé personne à quitter notre marché. Ce n'est probablement pas un grand secret non plus. Malgré la pression politique, de nombreux partenaires, y compris ceux des pays d'Europe occidentale et des États-Unis, ne sont pas partis du marché russe. Une partie de ces entreprises continue de fonctionner comme avant. Cela représente environ la moitié des entreprises. Une autre partie a transféré la gestion de leurs actifs à des personnes ou des organisations sous leur contrôle. Et environ un quart des entreprises ont effectivement quitté le marché russe, certaines d'entre elles continuant à se retirer de notre économie, y compris les plus grandes entreprises allemandes. Je ne veux pas dire que les temps difficiles que traverse l'économie allemande ou européenne sont uniquement le résultat de la rupture des liens avec la Russie, mais cette rupture joue indéniablement un rôle significatif. Et cela ne concerne pas seulement le fait que les Allemands et d'autres Européens ont perdu l'accès à une source stable d'énergie russe à des prix abordables, bien que ce soit un facteur très important, dont je parlerai encore un peu, mais également d'autres aspects. Ils ne peuvent plus vendre leurs produits sur notre marché. Ils ne peuvent plus fournir des composants à des entreprises créées en Russie avec des investissements européens ou étrangers. Ils ne peuvent plus utiliser les routes logistiques qui généraient également certains bénéfices. Ils ne peuvent plus utiliser l'euro comme monnaie pour les paiements. L'utilisation de l'euro en tant qu'instrument de l'économie mondiale et monnaie de réserve générait également des revenus significatifs pour l'économie européenne dans son ensemble. Les résultats sont connus. En Allemagne, notamment, de grandes entreprises ferment, tandis que d'autres subissent des pertes. Les industries du verre, de la chimie, des engrais et même l'agriculture subissent de lourdes pertes à cause de cela. Elles ont perdu le marché russe. L'agriculture européenne, notamment en Allemagne, a perdu non seulement les ressources énergétiques russes, comme le gaz, qui est une composante essentielle pour la production d'engrais, mais aussi les engrais eux-mêmes. Des entreprises ferment complètement. Cela affecte également l'industrie métallurgique et, par ricochet, le secteur automobile, un secteur clé de l'économie. Cette année, selon les estimations de nos experts et des organisations internationales, la croissance économique de la zone euro sera d'environ 1%, voire légèrement plus. En comparaison, l'économie russe a connu une croissance de 3,6% l'an dernier. Et cette année, elle sera d'environ 4,9%, ou peut-être 4%. En ce qui concerne les secteurs manufacturiers, en Allemagne, d'après ce que je sais, corrigez-moi si je me trompe, le déclin dans ces secteurs sera d'environ 4,6%. En Russie, la croissance sera d'environ 4,4%, et nos secteurs manufacturiers augmenteront de plus de 8%, précisément 8,1%. Par ailleurs, les Américains vous interdisent d'utiliser le marché russe et nos ressources énergétiques relativement bon marché. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils créent des conditions plus favorables pour attirer les investisseurs européens, y compris allemands, dans leur propre économie. Franchement, ce comportement n'est pas vraiment celui d'un allié, pour dire les choses doucement. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails. En Allemagne, on le sait bien. Allons-nous créer des conditions spéciales pour ceux qui souhaitent revenir? Non. Nous ne créerons pas de conditions spéciales. Nous n'avons forcé personne à partir. Nous n'avons interdit à personne de rester. Nos portes sont ouvertes. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que, durant ces 2 dernières années, de nombreuses niches, laissées vacantes à la suite du départ de nos partenaires européens, ont commencé à être activement occupées par des entreprises d'autres pays. Et cela se fait à une vitesse étonnante, que, pour être honnête, nous-mêmes n'avions pas anticipé. Ce qu'on appelle le remplacement par des marques russes progresse rapidement et leur nombre augmente considérablement. C'est pourquoi revenir en Russie
pour retrouver exactement la même position qu'avant sera difficile. Cela dit, nous ne poserons aucun obstacle particulier à leur retour. Le problème ne vient pas de nous, mais des décisions politiques prises au niveau de la Commission européenne et dans certains pays, y compris l'Allemagne. Encore une fois, le problème n'est pas chez nous, mais chez vous. Vous savez, en parlant, cela m'a rappelé une histoire qu'un ami m'a racontée lorsque je vivais et travaillais en Allemagne. Je n'ai pas vu cet ami depuis 30 ans, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il m'avait raconté une anecdote. Il se promenait dans Berlin, disons pour des raisons professionnelles, pas simplement pour se divertir, et il s'était arrêté au bord de la rivière Spree. Là, un vieux monsieur allemand pêchait. Mon ami lui a demandé « Alors, sa mort ?» Le vieil homme s'est retourné, l'a regardé de bas en haut, et a répondu « Non, pauvre ». Mon ami a insisté « Pourquoi ?» Nouvelle pause. Le pêcheur allemand s'est retourné à nouveau et a répondu « Le vent vient de l'Est ». Alors, mon ami lui a dit « Ah, voilà, tout le problème, toute la saleté vient de l'Est ». Le vieil Allemand est resté silencieux un moment, puis il a demandé « Vous êtes polonais ?» Mon ami, honnêtement, n'a rien inventé, et il a répondu « Non, pire ». Cette fois, le pêcheur a levé les sourcils, s'est tourné vers lui, l'a observé, mais n'a rien dit du tout. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui vient de l'Est est meilleur que ce qui vient de l'Ouest. Regardez les conditions que nous créons pour l'économie allemande ici, en Russie, et comparez-les à celles offertes par vos alliés traditionnels. Et là, je parle uniquement de l'environnement commercial. Mais, encore une fois, nos portes sont toujours ouvertes. Pendant des décennies, nous avons entretenu de très bonnes relations avec l'Allemagne. Nous nous comprenions parfaitement bien. Une particularité des investissements allemands était qu'ils ne visaient pas à réaliser des profits rapides. Ils investissaient à long terme dans l'industrie. Regardez maintenant les problèmes de Volkswagen. Pourquoi Volkswagen a-t-il quitté le marché russe? S'il était resté ici, non seulement il aurait continué à opérer et à vendre ses produits, même avec un haut niveau de localisation de la production, mais il aurait aussi continué à fournir des composants. Il aurait obtenu des revenus considérables. Nous n'avons jamais imposé de mesures non conformes au marché, ni pris de régulation arbitraire. Nous n'avons rien fait de comparables enquêtes, par exemple dans le domaine de l'écologie, comme cela s'est produit ailleurs. Aujourd'hui, on peut tout rejeter sur la gestion de Volkswagen. Tout, sauf reconnaître ses propres erreurs. Dans ce cas, je parle des régulateurs gouvernementaux qui prennent de telles décisions. Ils ne sont jamais responsables. C'est toujours la faute de la gestion. Et aujourd'hui, ce sont les employés de Volkswagen qui paient le prix, des milliers d'entre eux se retrouvant au chômage suite à la fermeture des usines. Pour éviter cela, il ne faut pas prendre de décisions économiques fondées sur des motifs politiques. Et enfin, ce que je veux souligner, c'est le plus important. Vous représentez la République fédérale. Vous parlez allemand. Alors pourquoi me posez-vous des questions en anglais? Le plus important, c'est le niveau de souveraineté. Nous n'avons pas de traduction. Pas de traduction depuis l'allemand. Enfin, disons-le franchement, il n'y avait pas de traduction. D'accord, allez-y. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, question suivante. Non, attendez. Notre collègue d'Allemagne souhaitait ajouter quelque chose. Passez le micro au monsieur qui pose des questions en allemand. Vladimir Vladimirovitch a dit qu'il voulait entendre son commentaire. Non. Avant d'être invité ici aujourd'hui, monsieur le président m'a dit, s'il vous plaît, parlez anglais, car la majorité du public ne vous comprendra pas, et nous n'avons pas de traducteur pour vous traduire. Il l'a déjà dit mieux. Oui, mais je voulais dire que je sais que vous aimez la langue allemande. Moi, je m'intéresse à la souveraineté. Absolument, je comprends. Merci beaucoup. De rien. Comme on dit, des diamants en main, une expression intraduisible. Très bien, poursuivons. Non, notre invité a dit qu'il avait été informé qu'il n'y avait pas de traducteur pour l'allemand. D'accord, qui? Et j'ai répondu que le problème ne résidait même pas dans le traducteur, mais dans la souveraineté. Vous savez, un jour, j'étais à l'anniversaire de M. Schröder à Hanovre. C'était modeste, mais respectable. Tout le monde parlait anglais. Même la chorale des jeunes filles de Hanovre chantait en anglais. C'est honteux. Voilà le problème. La souveraineté doit venir de l'intérieur. Tout commence ici. Mais je ne veux pas ouvrir cette discussion. Nous devons parler de questions économiques. Que pensez-vous des réponses de Poutine? Exprimez-vous en commentaire de la vidéo, s'il vous plaît. Voici les leçons d'excellence que l'on peut tirer des propos de Vladimir Poutine. 1. Prévoir et s'adapter aux menaces externes.
Poutine met en lumière les menaces explicites des États-Unis. Trump et les droits de douane à 100% contre les pays BRICS cessant d'utiliser le dollar. Cela enseigne l'importance d'anticiper les sanctions ou pressions extérieures en diversifiant les outils économiques et les partenariats stratégiques. 2. Renforcer son indépendance économique. Les menaces sur le système économique mondial montrent la nécessité pour chaque pays ou entreprise de travailler vers une autonomie et une résilience économique. Cela s'applique aussi à un individu cherchant à éviter la dépendance à un seul employeur, secteur ou marché. 3. Prudence face à des décisions basées sur des motivations politiques. La critique des sanctions montre qu'il faut toujours prendre des décisions basées sur des données rationnelles et non sur des considérations idéologiques. En entreprise ou dans la vie personnelle, cela implique d'analyser les impacts à long terme avant d'agir. 4. Construire un système robuste en cas de pression externe. Poutine évoque implicitement la nécessité de créer des systèmes, économiques, politiques ou organisationnels, capables de résister à des pressions externes, ce qui s'applique aux entreprises cherchant à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et à diversifier leurs partenariats. 5. Agir avec ouverture et pragmatisme. En affirmant que la Russie ne fermera pas ses portes aux entreprises souhaitant revenir, Poutine montre qu'il est essentiel de garder des options ouvertes tout en restant pragmatique. Dans la vie professionnelle, cela peut signifier maintenir de bonnes relations, même après des différends. 6. Saisir les opportunités laissées par les concurrents. La mention de la vitesse à laquelle des entreprises russes ou d'autres pays occupent les niches vacantes montre l'importance de réagir rapidement aux opportunités. Dans le monde des affaires ou de la carrière, cela signifie savoir reconnaître et exploiter les espaces laissés libres par d'autres. 7. Investir dans des solutions locales et durables. Le développement des marques russes et leur progression rapide montrent l'importance d'investir dans des solutions locales. Dans un cadre personnel, cela peut se traduire par le fait de renforcer ses compétences locales et ses réseaux. 8. Rester transparent et fidèle à ses principes. Poutine insiste sur le fait que la Russie n'a pas imposé de restrictions non conformes au marché. Cela enseigne l'importance de rester fidèle à ses principes, même en période de tension, pour préserver sa crédibilité et son intégrité. 9. Apprendre des erreurs des autres. En critiquant Volkswagen et les décisions politiques européennes, Poutine montre que l'excellence passe par l'analyse des erreurs des autres pour éviter de les répéter. 10. Valoriser le souverainisme et l'identité. Le discours sur la souveraineté, le respect de la langue et de la culture montre qu'il est crucial de rester attaché à ses racines et de ne pas céder à une uniformisation qui pourrait diluer son identité. Pour un individu, cela peut signifier respecter ses valeurs personnelles et sa vision, même sous pression. 11. Miser sur des investissements à long terme. Poutine loue les investissements allemands passés pour leur vision à long terme. L'excellence réside dans la capacité à privilégier des stratégies durables plutôt que des gains rapides, que ce soit en affaires ou dans ses projets personnels. 12. Reconnaître l'importance de la communication authentique. Le passage sur l'usage de l'anglais au lieu de l'allemand montre l'importance de la communication authentique dans les relations professionnelles et interpersonnelles. S'exprimer dans sa langue maternelle ou selon ses propres codes est une façon de valoriser son unicéité et sa souveraineté. Ces enseignements sont applicables tant au niveau national qu'individuel ou organisationnel pour tendre vers l'excellence. Et vous, quels enseignements trouvez-vous les plus pertinents ? Pensez-vous que les concepts de souveraineté et de pragmatisme évoqués par Vladimir Poutine sont applicables à d'autres pays ou organisations ? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci pour votre engagement. À très bientôt.